Comme on l'a vu, donc, le diabète est une véritable épidémie mondiale. En 2010, il y avait à peu près 240 millions de diabétiques. Et l'IDF prévoit en 2040 à peu près 600 millions de diabétiques. C'est une maladie lourde de conséquences par ses complications. En effet, c'est la première cause de cécité acquise chez l'adulte, de mortalité cardiovasculaire, d'handicap moteur, ce qui entraîne donc un coût socio-économique important. Sa prise en charge nécessite une stratégie globale qui intègre la promotion d'une activité physique régulière, une alimentation saine, ainsi que la prise par voie orale de médicaments et puis de traitements par voie injectable. Et de ce fait, l'insulinothérapie prend son intérêt du fait que c'est la plus vieille médication disponible du diabète. C'est aussi la plus efficace pour l'obtention et le maintien d'un équilibre glycémique optimal. Elle pourrait retarder la destruction des cellules bêta pancréatiques. Elle possède aussi d'autres actions importantes, notamment chez les diabétiques de type 2, une action anti-inflammatoire, une action antioxydante et anti-agrégant plaquettaire. Cette insulinothérapie peut être prescrite chez le diabétique de type 2 de façon transitoire devant une situation aiguë, notamment une infection, une neuropathie hyperalgique, ou bien une complication aiguë métabolique du diabète, ou bien une complication aiguë vasculaire. Elle peut être aussi prescrite à la découverte du diabète de type 2 devant une hyperglycémie importante, notamment une glycémie supérieure à 2,50 g, ou bien une hémoglobine glyquée supérieure à 9%, ou bien devant des signes cliniques de diabète, notamment une cétonurie. Et dans ce cas, il a pour objectif de réduire la glucotoxicité induite par l'hyperglycémie et de rétablir les capacités sécrétoires des cellules bêta via une meilleure sensibilité aux insulinosécréteurs. On doit titrer rapidement cette insulinothérapie pour l'obtention des objectifs glycémiques souhaités, puis on ajoute les antidiabétiques oraux pour enfin arrêter l'insuline. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est surtout l'intérêt de l'insulinothérapie définitive chez le diabétique de type 2. La physiopathologie du diabète de type 2 est complexe et comporte deux phénomènes importants. Un phénomène d'insulinorésistance périphérique à l'action de l'insuline et surtout une dégradation de l'insulinosécrétion qui commence tôt avant la découverte, même avant la découverte du diabète de type 2 et s'accentue progressivement, amenant les médecins à ajuster leur thérapeutique anti-diabète pour enfin arriver à l'insulinothérapie. L'ADA EASD 2016 montre cette escalade thérapeutique. Généralement, on commence par une activité physique avec des mesures génodiététiques, puis on passe à la monothérapie par la metformine, à la bithérapie, puis à la trithérapie pour enfin arriver à l'insulinothérapie. Le but de cette prise en charge thérapeutique est d'assurer un équilibre glycémique aussi parfait que possible pour éviter les complications micro- et macrovasculaires liées à l'hyperglycémie chronique. Et l'UKPDS a montré qu'une baisse de 1% de l'hémoglobine glyquée permet de diminuer chez le diabétique de type 2 les risques de complications cardiovasculaires de façon importante. Ainsi, on peut résumer les indications de l'insulinothérapie chez le diabétique de type 2 devant un échec des antidiabétiques oraux et ou des analogues de GLP-1. L'échec des antidiabétiques oraux, notamment, c'est bithérapie à dose maximale, par exemple metformine 2 g et glimepiride 6 mg par jour, avec une hémoglobine glyquée qui reste toujours au-dessus des objectifs. Ou bien devant une contre-indication et ou une intolérance aux antidiabétiques oraux, notamment une insuffisance rénale chronique, une insuffisance hépatocellulaire, ou bien devant la constatation des signes d'insulinopénie, à savoir l'amaigrissement, un syndrome polyuropolydipsique. Après avoir posé l'indication de cette insulinothérapie, il faut lutter contre certaines craintes du patient, et j'ai envie de dire, et du médecin, notamment pour lutter contre l'inertie thérapeutique. Parfois, on a l'indication de poser l'insulinothérapie, mais par peur de l'hypoglycémie ou bien de prise de poids, on retarde cette insulinothérapie. Chez le malade, il y a des craintes qui sont objectives, notamment la prise de poids, l'hypoglycémie et l'apport des piqûres, et des craintes subjectives, tendance à se dire que la maladie devient grave, d'où l'intérêt d'une éducation thérapeutique au moment du diagnostic du diabète et tout au cours de l'évolution de cette pathologie. Après avoir posé l'indication de cette insulinothérapie, il faut définir avec le malade un objectif glycémique à atteindre. Certaines associations proposent
une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, d'autres sont beaucoup plus strictes, une hémoglobine glyquée inférieure à 6,5%, avec des objectifs pour une glycémie préprandiale entre 0,9 et 1,3 g par décilitre, ou bien pour les DF, donc une glycémie préprandiale inférieure à 1,15 g par décilitre, et une glycémie postprandiale qui varie entre 1,60 g et 1,80 g. Mais le but, c'est d'être plus souple et de définir et d'individualiser donc cet objectif glycémique en fonction de chaque malade. Si on prend l'exemple de l'HAS, donc on peut aller d'un objectif très strict d'hémoglobine glyquée inférieure à 6,5% pour les patients diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués et qui n'ont pas de complications, et on peut aller jusqu'à un hémoglobine glyquée à 9% pour les personnes âgées dites malades. Mais généralement, la plupart des patients diabétiques de type 2 ont un objectif d'hémoglobine glyquée autour de 7%. Par quoi on va commencer? Donc on a trois possibilités. Soit on commence par une insuline basale, soit par une insuline premix à une injection par jour, soit par une insuline prandiale à 3 prises par jour. Plusieurs études ont comparé donc ces trois schémas et en termes d'équilibre glycémique, on a à peu près la même chose, mais en termes de complications, on voit bien que l'insuline basale a moins de risque de prise de poids et moins d'hypoglycémie. Et d'après l'ADA, donc, elle recommande essentiellement l'initiation par une insulinothérapie basale, et c'est la plus utilisée. Quelle insuline on va choisir? Donc, on a trois choix. Soit une insuline intermédiaire NPH, donc une injection le soir, soit un analogue lent d'éthymir, ou bien un analogue lent laglargine. Et le choix se fait donc, selon plusieurs critères, notamment la durée d'action de cette insuline, la variabilité intra-individuelle et le risque d'hypoglycémie. L'insuline NPH, certes, elle est moins chère, mais elle a plus de risque d'hypoglycémie et de prise de poids que les autres insulines analogues. Comment on va commencer? Généralement, on commence par une dose faible, 0,1 à 0,2 unités par kilo par jour au coucher d'insuline basale, autour de 10 à 12 unités donc le soir. Et l'intérêt, c'est de mimer la sécrétion basale d'insuline endogène, d'inhiber la lipolyse et la production hépatique de glucose avec un schéma qui est très bien accepté par les patients. Pour les antidiabétiques oraux, généralement on les maintient, essentiellement la metformine pour diminuer l'insulinorésistance et pour réduire les doses d'insuline et la prise de poids. Les sulfamides aussi peuvent être gardés pour contrôler l'augmentation des glycémies postprandiales. Donc, l'objectif de cette insulinothérapie basale étant d'obtenir une glycémie à jeun qui varie entre 0,8 et 1,2 g par litre. Pour la titration, on peut augmenter donc de 2 unités tous les 2 ou 3 jours si on n'obtient pas donc, cet objectif glycémique. Et la dose habituelle, généralement, est autour de 40 unités par jour, en général donc 0,4 à 0,5 unités par kilo par jour. C'est un schéma qui est pratique, qui est simple et qui est très bien accepté par les malades, qui contrôle essentiellement la glycémie à jeun avec un risque de prise de poids moindre, mais c'est un schéma qui n'est efficace qu'en cas de capacité sécrétoire endogène encore assez importante et qui ne permet pas de gérer l'hyperglycémie postprandiale, et du coup c'est un schéma qui est non optimal à long terme. Donc, devant l'échec de cette insulinothérapie basale qu'on peut définir par une glycémie à jeun aux objectifs, mais avec une hémoglobine glyquée élevée, ou bien une glycémie postprandiale qui dépasse les 1,60 g, ou bien devant une glycémie à jeun élevée malgré de fortes doses d'insuline basale, avec une prise de poids importante, donc on passe à un schéma d'intensification. Donc celui-là peut être proposé de deux modalités, soit par une thérapie basale bolus, soit par 2 injections d'insuline prémélangée, voire 3 injections d'insuline prémélangée. Donc l'approche basale bolus consiste à une injection d'insuline basale le soir au coucher et 3 injections de bolus préprandiaux d'analogue rapide. Donc c'est un schéma qui vise à reproduire la sécrétion physiologique d'insuline par des pics de sécrétion en réponse aux apports glucidiques d'alimentation et une sécrétion basale d'insuline sur les 24 heures. Mais ça reste toujours difficile de proposer d'emblée un schéma à 4 voire à 5 injections d'insuline chez un patient diabétique insulinisé depuis quelques semaines. Et du coup, on peut proposer d'aller pas par pas, c'est-à-dire après l'échec des antidiabétiques oraux, on peut proposer une insulinothérapie basale. Et devant l'échec de cette insulinothérapie basale, on peut ajouter une insuline rapide au moment du repas le plus hyperglycémiant,
soit on le choisit à travers une autosurveillance glycémique, soit on laisse le choix au patient de choisir lui-même. Après l'échec, donc, par un schéma basal plus, on peut ajouter un deuxième bolus au deuxième repas le plus hyperglycémiant pour enfin arriver à un schéma basal bolus complet, une insuline basale avec 3 injections d'insuline rapide. Donc, l'autre éventualité, c'est de passer à un schéma de 2 injections quotidiennes de Premix. Donc, les insulines Premix qu'on a au Maroc, donc l'insuline ordinaire associée donc à l'insuline rapide, ou bien les analogues, donc Premixé, Novomix 30 et Malogmix 25. Donc, le but de ce schéma, c'est de lutter contre l'hyperglycémie postprandiale du matin et l'hyperglycémie postprandiale donc du soir, et d'assurer donc une insuline basale donc la journée et une insuline basale donc au cours du sommeil. Comment on passe d'une insuline basale à une intensification par un schéma d'insuline prémixée? Donc on prend la dose totale de l'insuline basale et soit on la divise sur 2, moitié matin, moitié soir, soit 2 tiers le matin et 1 tiers le soir. Et devant le déséquilibre glycémique ou bien la survenue d'hypoglycémie au cours de la journée, on peut répartir la dose du matin sur 2, une dose donc avant le petit-déj et une dose avant le déjeuner, pour avoir donc 3 injections d'insuline mix par jour. Donc pour la titration des doses, donc pour titrer la dose d'insuline du matin, on se base sur la glycémie avant le dîner. Et pour titrer la dose d'insuline le soir, on se base sur la glycémie du matin. On peut augmenter donc de 2 ou diminuer de 2 unités en fonction donc de l'équilibre des objectifs glycémiques atteints. Les avantages de ce schéma est qu'il permet un contrôle efficace de l'hémoglobine glyquée avec 2 ou 3 injections, une couverture de la glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale avec une incidence faible d'hypoglycémie et une efficacité durable. Mais on a toujours le choix donc, de proposer soit un schéma basal bolus, soit un schéma d'intensification par un traitement donc prémix, selon les préférences du patient par rapport au nombre d'injections, à la fréquence de l'autosurveillance glycémique et à la variabilité du style de vie et à la présence d'hyperglycémie donc postprandiale et à l'aptitude du patient à suivre le traitement prescrit. Mais pour réussir donc cette insulinothérapie, donc on insiste sur une éducation thérapeutique au diagnostic donc du diabète et au cours de l'évolution donc de cette pathologie. Cette éducation elle est impérative et intensive. Elle conditionne l'efficacité et la sécurité de l'insulinothérapie. Elle doit être initiée et renforcée dès l'initiation de l'insulinothérapie. Elle doit être entretenue et évaluée à chaque visite de contrôle. Et les objectifs sont multiples, donc notamment les techniques et sites d'injection d'insuline, l'autosurveillance glycémique capillaire et la reconnaissance et le traitement des hypoglycémies. La surveillance de cette insulinothérapie donc, se base à court terme sur la stabilité de poids, la réduction, voire la disparition de la symptomatologie fonctionnelle, l'autosurveillance glycémique pluriquotidienne et le dosage d'hémoglobine glyquée tous les 3 mois. À long terme, donc, comme pour tous les diabétiques type 2, donc, la prévention des complications micro- et macrovasculaires donc, par un bilan rénal, bilan ophtalmologique, bilan neurologique et bilan cardiovasculaire. Et pour la tolérance, donc, on se base essentiellement sur les hypoglycémies, leur nombre, horaire, leur sévérité et les causes, notamment un surdosage en insuline ou bien une mauvaise adaptation de l'alimentation et de l'activité physique. Donc, les autres possibilités qu'on peut associer à l'insulinothérapie basale avant de passer à une intensification, on peut proposer donc, les agonistes des récepteurs de GLP-1 qui permettent d'éviter la prise de poids inhérente au traitement insulinique, d'économiser les doses d'insuline et d'améliorer l'HbA1c. En conclusion, on peut dire que l'insulinothérapie reste un outil thérapeutique qui n'est pas inoffensif vu le risque d'hypoglycémie. On insiste sur l'intérêt de l'éducation thérapeutique qui assure la garantie et l'efficacité et de la tolérance. Donc, et on peut conclure donc, par ce message d'un philosophe Jean Monnet, que il est possible, valable, de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection de garder l'équilibre. Et je vous remercie.